Bonsoir à tous. Comme vous le savez, pour un certain nombre, on va parler d'intelligence artificielle ce soir. Avec nous, on a Laurent Lescope qui va... Laurent, tu es professeur à l'école d'architecture de Nantes. Le thème de ce soir, on va parler d'urbanisme, de la ville, comment les intelligences artificielles transforment, je dirais, le rapport, la vision de la ville, comment on peut se projeter dans le futur et comment ces outils peuvent nous aider à voir autrement le développement de la ville et en même temps de réinterroger, je dirais, le dialogue citoyen. Donc ces deux aspects, on va les aborder. Bonsoir, installez-vous confortablement. Alors, on se disait avant de démarrer qu'il manque de lieux arrosés pour faire des débats, mais on a des lieux sympas qui nous accueillent. Merci pour jouer le jeu. Alors, c'est un peu bricolo ce soir, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Juste un petit mot sur l'organisation. L'organisation de ce débat est organisée par un collectif qui est récent, qui a à peine un mois, qui s'appelle Rosé IA. Et ce collectif est installé sur Facebook. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà abonnés. Si vous souhaitez nous rejoindre, il suffit juste de taper sur Facebook Rosé IA. Et on a déjà 90 membres en un mois, donc ce qui est déjà plutôt pas mal. Et l'idée de ce collectif, c'est de s'interroger ensemble. On n'a pas la vérité sur ces sujets-là. Forcément, il faut discuter. C'est aussi de se passer des astuces, des pratiques, expérimenter ensemble et puis surtout se trouver des sujets d'intérêt général. C'est ça qui nous motive. Donc on s'est dit que pour commencer, comme premier thème, la question de l'urbanisme, de la ville autrement, c'est un thème qui est assez, je dirais, un peu universel et qui regroupe en fait les autres sujets qui nous concernent en tant que citoyens, en tant qu'habitants. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vais passer tout de suite le micro. Encore merci, parce que c'est jamais simple de démarrer en premier. Merci Laurent de ton intervention. Et puis on est là pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. L'idée, c'est de faire un débat le plus convivial possible, dans le respect, c'est-à-dire qu'on sait que ces sujets, on peut s'enflammer rapidement. L'idée, c'est qu'on puisse s'écouter et puis qu'on puisse progresser ensemble. Merci à toi, à tout de suite. Merci. Bonsoir. Donc, avant tout, une certitude, pas de certitude. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir une conversation sur ce que je vais montrer, sur peut-être des questions techniques ou philosophiques ou politiques peut-être. Mais une chose est sûre, c'est que d'abord, il n'y a pas de certitude, il n'y a que des questions. Et la deuxième chose importante, c'est que tout ce qui est dit ce soir sera obsolète demain matin. Donc ça, c'est un peu le cours de ces technologies qui vont extrêmement vite et qui font qu'effectivement, tout change radicalement. Alors, peut-être rapidement, il y a des questions derrière. On va parler de la ville essentiellement. Moi, je suis architecte et professeur à l'école d'architecture. Donc l'idée, c'est aussi ce que l'on passe aux étudiants et comment on forme les étudiants à la ville et à la ville de demain, en tout cas. Et ça ne se fait pas, il n'y a pas de science sans conscience, si vous voulez. Il y a toujours des questions de fond à traiter. Et évidemment, ces questions sont qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on cherche à dire et comment on va le dire. On va regarder ça petit à petit. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que vous faisiez le 30 novembre 2022. Normalement, tout le monde doit le savoir, puisque ça fait partie de ces grandes dates que l'on note comme ça dans son agenda. On doit tous se dire, ah oui, le 30 avril 2022, je sais où j'étais, parce que c'est la sortie de ChatGPT. Et en fait, ChatGPT, en 5 jours, a rejoint 5 millions, enfin a convaincu, enfin en tout cas a rassemblé 1 million d'utilisateurs. En 5 jours seulement, c'est un record, ça n'a jamais été vu auparavant. Et si on compare, alors l'écran est flou, si on compare avec des performances, il a fallu par exemple 10 mois à Facebook pour avoir 1 million d'utilisateurs, ou 2 ans à Twitter pour avoir 1 million d'utilisateurs. Donc vous voyez que là, il y a eu une fulgurance en nombre d'utilisateurs. Et cette fulgurance, elle a créé un effet d'émergence qui fait que on s'est interrogé. On s'est dit, mais qu'est-ce que je suis, moi,
au milieu de cette chose-là qui arrive. Vous savez, c'est exactement comme Lascaux. Quand on a découvert Lascaux, soudainement, à l'époque, on se disait, plus on va loin dans le temps, plus les gens sont primitifs. C'est la croyance que l'on avait. On disait, alors plus dans le temps et dans l'espace, en fait, pour être très très précis. Mais on disait, plus c'était reculé, plus c'était primitif. Et on découvre Lascaux, et là, soudainement, on se dit, mince, toutes mes certitudes en tant qu'humain sont bouleversées puisqu'il y a quelque chose qui est absolument sublime. Et là, cet effet d'émergence, il fonctionne un peu de la même manière. C'est-à-dire que c'est tellement soudain, c'est tellement fort qu'on se dit, mais qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que l'intelligence? Où est-ce que je me situe là-dedans? Que sera mon métier de demain? Est-ce que je vais continuer d'avoir mon métier ou est-ce que je vais perdre mon boulot? Est-ce que je vais continuer de vivre? Voilà, toutes ces questions sont venues. Et avec, vous vous souvenez, des gens qui avaient des affirmations assez péremptoires, très très rapidement, qui avaient un avis définitif sur à la fois ce que était la chose et ce qu'elle pouvait faire. C'était un peu imprudent et un peu risqué. Pour ce qui concerne la création d'images, parce que je vais parler beaucoup d'images puisqu'on va parler de la ville, le mouvement a suivi un petit peu de la même façon. Les logiciels de création d'images, vous avez dû en entendre parler, Midjourney, vous savez, avec toutes les fakes, etc. Bon, ça, c'est la partie un peu sombre de l'affaire, mais ça a été aussi soudain et ça a été dans la même temporalité. Alors, quand on parle d'émergence technologique, on peut dire, mince, on a quelque chose de nouveau, mais en fait, non. Des étapes comme ça, il y en a eu à travers l'histoire. Et on peut noter, par exemple, l'invention de la photographie. Quand l'appareil photographique est arrivé, c'est pareil, tout le monde s'est insurgé, s'est posé la question, s'est dit, mais que va devenir l'art? Est-ce que la photographie est de l'art? C'est de la mécanisation? Ça n'est pas vrai, etc. Et si on prend les citations qu'on voit à peine de Ruskin, par exemple, ou de Maurice ou d'autres, on peut remplacer appareil photo par intelligence artificielle, ça marche exactement de la même façon. Donc les questions qu'il y avait à l'époque, ce sont les mêmes que celles que l'on a aujourd'hui. Alors juste un petit rappel rapide, tout commence en fait en 1956 avec la conférence de Dartmouth, où effectivement on se pose la question, on dit mais est-ce qu'on va pouvoir reproduire le fonctionnement du cerveau avec un ordinateur? Si on crée des neurones, l'équivalent de neurones, qu'on les connecte ensemble, est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que ça ressemble au cerveau? Alors, en IA, on a deux temps. En fait, on a un premier temps qui est ce travail sur l'imitation du cerveau, qu'on appelle connexionniste. Et puis, ça ne fonctionne pas. Donc, l'IA rentre dans une sorte d'hiver. Et puis après, on a une deuxième méthode qui vient, que l'on appelle symbolique, et qui est plutôt connue pour nous comme des systèmes experts. Peut-être que certains d'entre vous ont utilisé des systèmes experts. En fait, c'était un peu quelque chose d'assez proche, on va dire. Et maintenant, on remonte dans l'ère connectiviste où on dit, tiens, on a la puissance informatique maintenant pour le faire, grâce aux fameuses puces NVIDIA dont vous avez entendu parler, qui peut-être vos machines, et qui permettent de faire ces calculs en parallèle avec une très très grande vélocité. Alors juste pour situer les deux choses par rapport à ce que je vais évoquer, vous avez ce qu'on appelle les grands modèles de langage. C'est ChatGPT, par exemple. vous avez entendu parler de ChatGPT, vous utilisez peut-être ChatGPT, mais c'est pas le seul. On a entendu parler beaucoup de DeepSeek, le chinois, qui est le concurrent. Et puis vous avez, vous voyez, Mistral, le français, dont on parle beaucoup aussi. Vous avez Claude, etc. Et puis après, vous avez d'autres applications qui font de l'image. Et entre autres, Midjourney, par exemple, qui est un des plus connus. Alors, très très vite, comment ça marche? En fait, un modèle de langage, c'est un modèle statistique. Donc, ça veut dire que, en fait, vous savez, on commence à construire une phrase. Le chat mange. Et statistiquement, ce qui sort le plus souvent, c'est une souris. Voilà, le chat mange une souris. Donc, ChatGPT, il ne fait que ça. C'est qu'il regarde statistiquement ce qui peut s'enchaîner, les mots qui peuvent s'enchaîner les uns derrière les autres, de la façon la plus logique et la plus probable possible. Après, pour que ça devienne intéressant, en fait, l'enjeu, c'est de remonter en arrière. C'est-à-dire que, en fait, le chat mange la souris, mais si juste avant on était, je ne sais pas, avec des oiseaux ou quoi que ce soit, peut-être que le chat mangeait un oiseau ou peut-être que mangeait sa pâtée si on disait que juste avant qu'on venait de lui donner sa pâtée. Donc, ce qu'il faut, c'est savoir comment on remonte en arrière, et c'est ça qui fait la différence entre chacune des approches. C'est que combien loin, si je puis dire, on remonte en arrière pour pouvoir avoir le contexte. Ce qu'il n'y a pas,
C'est le contexte, justement. C'est-à-dire que pour l'instant, quand vous utilisez ChatGPT, je cite ça, mais c'est parmi d'autres, le système n'est pas capable de savoir où vous êtes, pas très bien savoir qui vous êtes et ce que vous voulez. Donc votre intentionnalité, il va la deviner un petit peu, mais en fait, il ne la connaît pas de base. Ce qui peut-être fait la différence, vous voyez, quand vous utilisez Google, quand vous commencez à dire « Oh mince, qui est l'acteur que je regarde dans cette série ?» Vous commencez à taper les 2 premières lettres, et puis soudainement, le nom apparaît. On se dit « il doit savoir quand même de quoi je parle. » Pour fabriquer une image, le système est complètement différent. En fait, on a entraîné les systèmes à débruiter une image floue. Vous avez dû voir dans ces films policiers, vous savez, où on veut attraper les terroristes et puis c'est filmé à la vidéosurveillance et la plaque d'immatriculation, elle est hyper floue, on voit rien du tout. Et là, vous avez les petits magiciens, là, ils font, ça devient clair. Là, on se dit, ils exagèrent. Mais en fait, c'est comme ça que ça a été fait. Les machines sont entraînées à ça. Et du flou, en fait, on refait une figure et jusqu'à faire en sorte qu'on part de quelque chose de complètement bruité, en fait, et on fait une image à partir de ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui travaillent comme nous dans la question de la construction du bâtiment, de l'architecture, etc. Vous voyez, c'est un milieu, je ne sais pas si vous voyez, qui, en termes d'innovation et de nouvelles technologies, est un peu tout à fait en bas à gauche, ce qui n'est pas toujours une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une industrie, un environnement qui est très, très peu technique. Mais c'est aussi du fait de sa nature. Mais en même temps, on voit que la pêche, par exemple, ou les mines, c'est plus technologique que la construction. Alors, le grand défi que l'on va avoir maintenant, jusqu'à présent, les logiciels que vous utilisiez, vous faisiez gagner en productivité. En fait, ça allait plus vite, en gros. Et maintenant, la différence, c'est qu'on va aller sur quelque chose qui est lié quand même à la créativité, à la façon de réfléchir. Et c'est là où il y a une différence. Et il y a une autre différence aussi, c'est qu'avant, on avait beaucoup d'informations. Et on a toujours, d'ailleurs, on est un peu noyé sous les informations. Là, le nouveau défi, c'est qu'on est noyé sous la production. En fait, on va pouvoir produire énormément de contenu. Et ça va nous obliger à réfléchir tout à fait différemment et à nous positionner différemment. Produire comme ça. Alors pour les architectes, des bonnes, des mauvaises nouvelles. En fait, maintenant, on est capable d'automatiser complètement la fabrication des plans. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Donc on va donner soit le programme, soit un contour, et puis le plan va se créer automatiquement. Il y a différents exemples comme ça qui existent. Il y a même un plugin pour Revit, donc qui connaît me comprendra, qui vous permet, en faisant un contour, d'avoir automatiquement les plans si on a fait une petite description de ce que l'on souhaitait avant. Alors, ces applications, en fait, encore une fois, normalement, sont au service du mieux, parce que si des opérations se font automatiquement, ça veut dire peut-être qu'on a plus de temps pour complexifier la question, pour la raffiner ou pour donner plus de données d'entrée. Par exemple, ici, on va dire, je voudrais absolument que ça réponde simultanément à des questions de bonne organisation de l'espace, mais aussi de vue vers l'extérieur, mais aussi d'ensoleillement, mais aussi, par exemple, de critères environnementaux et écologiques. Donc tout ça, ça peut être mis. Il y a différents exemples. Là, ce sont des exemples chinois, etc., que je montre. Alors, pour utiliser tout ça, en fait, il y a 2 solutions. Vous avez des solutions en ligne. Alors celui-ci est assez étonnant puisque en fait il dit si vous voulez votre maison, vous allez sur le site, vous décrivez, vous dites je voudrais une maison, je suis une famille de 4 personnes ou de 5 personnes, on a besoin de 4 pièces, plus d'un garage, plus de 2 toilettes, 2 salles de bain, etc. Et ça vous fait automatiquement, je mets des guillemets, automatiquement le plan, les élévations, les vues intérieures, etc. Bon. Si on regarde vite fait, ça marche. Si on regarde en détail, ça marche pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se développer très très fort. Et puis après, si vous voulez produire de l'image, vous avez pas mal de sites en ligne. Là, j'en liste quelques-uns. Qui vous permet de réfléchir et puis de commencer à produire des images. Alors,
ce qui est intéressant, c'est que si je veux faire une image un peu comme celle-ci, par exemple, il va falloir dialoguer. Il va falloir dialoguer avec l'application et puis lui expliquer ce que je veux. Et en fait, c'est pas si simple que ça. C'est pas si anodin de dire je voudrais voir cette chose-là. D'écrire les choses, et c'est là qu'on va se rapprocher justement de la question du dialogue citoyen, c'est quels sont les mots pour le dire, en fait. Et la question, elle est là. Quel vocabulaire je peux mobiliser pour pouvoir décrire précisément ce que je veux. Alors, on peut le faire à partir d'un texte littéraire, ça marche. Ici, dans l'image du haut, en fait, c'est à partir d'un texte de Moilin, qui est un médecin du 19e siècle, qui a imaginé Paris en l'an 2000. Et j'ai pris son morceau de texte et j'ai dit, montrez-moi ce que cet auteur a voulu me dire. Et à partir de là, j'ai itéré. Alors ça fonctionne plutôt bien. Et puis sinon, ce qui marche bien, c'est discuter avec ChatGPT, par exemple, en lui disant « Je voudrais faire une image qui représente ci ou ça ». Et ChatGPT va me faire des suggestions que je vais pouvoir remettre dans les systèmes et créer des images. Alors après, là, ce sont des exemples où... en fait, à partir d'une image de base, vous vous souvenez, vous avez dû voir ça parfois dans la presse ou je sais pas, à la télévision. On vous montre des images faites en IA avec des corps un peu déformés. En fait, on peut réparer ça. Donc, c'est cette opération où on met l'image de base et en fait, on va l'améliorer, lui donner une meilleure allure. Et puis maintenant, on peut faire de la vidéo. Alors pour les gens de cinéma, c'est vrai, c'est quelque chose qui est assez à la fois fascinant et terrifiant, c'est qu'on donne une image et puis on va faire un film à partir d'une image, d'une seule image ou d'un couple d'images. On peut maintenant réaliser un film. Et c'est vrai qu'en architecture, pour des choses un peu complexes, comme des gens qui vont faire du vélo, des choses comme ça, ça se fait plutôt facilement. Et puis, ce qui arrive maintenant, c'est de faire de la 3D à partir d'une image, pareil. Donc, on donne son image, on dit on décrit un peu ce que l'on souhaite avoir, et puis on a un objet 3D qui arrive. Alors, pour l'instant, c'est assez rudimentaire encore, mais vous savez, enfin, pour les personnes comme moi qui utilisons ça, en fait, il y a deux regards. Il y a un regard, donc c'est très mauvais pour la vue d'ailleurs, c'est regarder tout de suite ce qui est produit, mais regarder la promesse de ce qui est produit. Et souvent, c'est ça, c'est dire, je vois bien que mais la semaine prochaine, ce sera vraiment mieux. Et souvent, c'est la semaine prochaine. Il m'est arrivé assez souvent de faire court et d'arriver le vendredi, dire c'est dommage que ça puisse pas le faire parce qu'avec les étudiants, ça aurait été sympa. Et le samedi, je reteste et ça marche. Donc j'envoie un mail aux étudiants en disant petit complément, si vous allez vous connecter, vous allez voir un truc assez sympa qui vient juste d'arriver. Alors si vous vous connectez sur ce site Hugging Face, vous allez voir absolument toutes les nouveautés qui existent en IA. C'est un lieu où sont stockées toutes les nouveautés. Alors toutes les nouveautés, c'est vraiment tous les domaines, c'est-à-dire changer votre visage et vous mettre le visage de quelqu'un d'autre à la place, changer votre voix, changer de l'environnement, avoir des choses. Alors ça, évidemment, c'est pour jouer, mais il y a des applications. Maintenant, de toute façon, si vous avez un problème, vous mettez votre problème, vous mettez IA derrière et vous pensez que vous avez une application qui fonctionne. J'avais eu un cas comme ça où à 18h, on me dit « Ah oui, mais ce serait bien que le PowerPoint que l'on a fait... que l'Excel que l'on a fait, en fait, avec les données, les 10 pages de données que l'on a récupérées, il faudrait en faire un PowerPoint pour demain. » Alors, quand il est 18h, quand vous dit ça, vous dites je vais passer ma soirée à faire mon PowerPoint. Donc, j'ai fait Excel vers PowerPoint IA. Ouais, très bien. Il y avait un site qui le faisait. Donc, j'ai mis mon Excel. En 3 secondes ou 4 secondes, paf, j'avais mon PowerPoint tout fait avec les tableaux, les camemberts, les machins. Voilà. Réglé. Donc, 19h, c'était fait. Et puis, si vous êtes un peu des forcenés de l'informatique, un peu geek, vous pouvez installer... Alors, j'avais ça parce que c'est intéressant à savoir. Quand j'ai fait la présentation à la nuit des chercheurs... il y a un mois, il y a un lycéen qui est venu m'interpeller en disant « Oui, mais monsieur, vous savez, on parle d'écologie, mais l'IA, ça, quand même, ça, en termes de dépenses, c'est quand même pas très bon, quoi. » Je dis « Oui, mais... » Oui, mais... Je lui ai dit « Très bonne remarque, c'est pour ça que tout mon IA est en local. » Et en fait, moi, je fais tourner tous les systèmes sur un ordinateur.
Et donc, par rapport à ça, je n'ai pas de ressources extérieures. Alors, vous allez me dire, oui, mais il a bien fallu les entraîner auparavant, avant de l'utiliser sur la machine. Oui, certes, mais dans ce cas-là, on peut faire la même remarque sur mon vélo que j'utilise pour venir jusqu'ici. Il a bien fallu produire et dépenser de l'énergie avant qu'il soit écologique avant. Donc, mais en tout cas, en local, ça marche bien. Et surtout, ça répond à une question de sécurité, qui est souvent celle qui se pose, c'est de dire, puisque tout ce que vous mettez comme ça pour dialoguer avec la machine, en fait, ça la nourrit de nouvelles données, dont les vôtres. Donc, si vous mettez votre adresse ou vos éléments perso, en fait, ça retourne dans le système et puis après, ça vient l'alimenter. En local, c'est pas le cas. Alors, par exemple, ici, un petit jeu, on voit pas toute l'image, mais c'était autour d'une rue de Nantes avec un changement climatique. Et puis, c'est assez étonnant parce que, en fait, non seulement ça change l'environnement, mais ça change aussi les personnages. Ah oui, pardon. Ça change les personnages qui se retrouvent. Je mettrai à disposition pour les personnes qui veulent la présentation. Même les personnages de la photo, enfin des vraies personnes qui étaient en photo, se retrouvent s'il fait très chaud, elles sont torse nu, s'il fait froid, elles sont habillées, etc. Donc, en fait, l'image est transformée en fonction du climat. J'avance un peu sur les possibilités. Pour finalement se dire mais qu'est-ce qu'on peut en faire en fait, quelles questions pertinentes on peut poser maintenant. Alors c'est vrai qu'on a des systèmes actuellement qui ne sont pas linéaires en termes d'utilisation. C'est-à-dire si vous êtes architecte par exemple ou si vous travaillez dans des domaines proches, on ne peut pas dire que vous puissiez prendre la question au point A pour l'instant et l'emmener jusqu'au point Z de façon continue, sans problème. Il y a plein de petits trous et bosses qu'il faut absorber. Et donc, en fait, il faut créer des scénarios d'usage qui fonctionnent bien. Moi, je veux dire à nous, parce que c'est moi, ce sont mes doctorantes qui... on s'occupe beaucoup sur la question du climat, puisqu'on a été interpellé effectivement par la ville de Nantes sur... le climat Nantes 2050. Et puis, Nantes 2050, on voyait de petites choses sympas. Et on s'est dit, oui, mais Nantes 2050, plus 4 degrés, c'est peut-être pas les petites visus sympas que l'on peut avoir. Peut-être qu'il va y avoir d'autres choses aussi. Donc, on a commencé à regarder comment on pouvait visualiser le climat différemment et comment s'adresser aux personnes. Et en fait, il y a un point qui est devenu saillant, c'est le dialogue citoyen. En fait, on a vu qu'effectivement, alors, je peux faire du projet d'archi, je peux commencer à faire des esquisses, je peux commencer à travailler là-dessus. Mais, comme j'ai dit, la démarche n'est pas tout à fait complète et linéaire. Donc, c'est pas encore tout à fait prêt pour que ce soit purement opérationnel. En revanche, il y a un domaine où ça marche plutôt bien, c'est celui où on va commencer à faire du dialogue citoyen. Alors, quelques exemples comme ça que je vais balayer. On a cet exemple à Récif où, effectivement, il y a une analyse urbaine qui est très complète. On a des critères, on a tout un tas de vocabulaire, de termes qui viennent définir l'espace. Et puis après, on dit, bon, OK, on va voir si ça marche. Et on va essayer d'interroger les personnes. Et en particulier, on avait interrogé les commerçants. Là-bas, il y a du commerce... formel et informel. Donc, ça veut dire que des gens qui vendent dans la rue, vous savez, et puis d'autres. Et puis, on leur dit, on va aller les voir, et puis on leur pose des questions à partir des termes que l'on a. Et par exemple, un des termes, c'était sécurité. On leur dit, pouvez-vous décrire votre environnement ? Quels sont les mots-clés, finalement, qui caractérisent ce que vous vivez ? Et puis, le terme sécurité, insécurité revenait de façon récurrente. Donc, on est au centre-ville, dans une ville au Brésil. Donc, sécurité, c'est vrai que c'est assez prégnant. Donc, on prend les mots des citoyens, on les transforme en images avec eux, et une image ressort et on leur dit « sécurité, est-ce que c'est ce que vous aviez en tête ?» Et la première image qui était sortie, c'était des policiers. Et là, les vendeurs nous disent « ah non, c'est pas ça, sécurité, c'est pas ça. Sécurité, c'est connaître son voisin. C'est pas d'avoir plein de policiers dans la rue, c'est de savoir avec qui je vis et comment ces gens-là sont. » Et là, finalement, ce travail d'itération permettait justement, en partant d'une image qui a été déclencheur, d'avoir finalement la vraie résolution du problème. Parce que quand on les interrogeait, ils ne disaient pas « c'est vivre ensemble ». Ils disaient « c'est insécurité ». Mais quand on a présenté un policier, ils ont dit « ah oui, non.
pour nous, sécurité, c'est vivre ensemble. Insécurité, c'est ne pas savoir justement qui vient là. Et il nous disait, même le voleur, en fait, c'est pas le problème. Le voleur, on le connaît. Donc au moment où il arrive, à la limite, on le laisse voler si ça peut faire la paix sociale. Et puis, c'est pas grave. Mais en revanche, on sait qui il est. Voilà. Donc c'est grâce à ça qu'on présentait des scénarios, des visuels, et puis après des changements d'espace en disant est-ce que c'est ça que vous avez en tête? Par exemple, est-ce qu'on fait un grand mural qui identifie votre quartier? Est-ce qu'on change la nature des trottoirs? Et est-ce que c'est ça? Et à chaque fois, finalement, on a quelque chose qui permettait le dialogue parce que on est proche du temps réel. C'est-à-dire que ce qui change beaucoup, c'est les itérations. C'est-à-dire que quand on fait ce travail-là, normalement, fabriquer une image, ça prend du temps. Donc, on vient, on dit, on se revoit la semaine prochaine, je fais mes images, on revient. De quoi on parlait? Ah oui, c'était ça. Donc, voici. Vous voyez, un problème. Tandis que là, ça se fait dans la minute. Donc, en fait, ça se fait directement. Et on dit, est-ce que c'est ça que vous aviez en tête? Ah oui, oui, c'est ça. Et hop, hop, on peut régler au fur et à mesure. Voilà, donc on peut travailler à partir de photos. Là, c'était il y avait une focalisation sur ce qu'ils appellent les murales. C'est pour ça qu'on en retrouve beaucoup. Et ce qui était fait pendant cette expérience, alors on ne le voit pas, c'est hors cadre, c'était de donner des QR codes et les gens qui renvoyaient vers un Instagram. Et en fait, on disait aux gens, on vous fait des images. On vous donne le QR code et puis après vous allez voir et si vous êtes d'accord, vous dites oui ou non, ou j'aime pas, comme ça dans les commentaires et comme ça fonctionnait. Alors un autre exemple qui a été fait, qui était l'amorce de cette méthode, c'était justement Nantes dans le futur. Alors la question climatique, elle est assez traumatisante. En fait, quand on commence à réfléchir au climat, plus 4 degrés, c'est vrai que... Alors ça, c'est un vrai problème, parce que comment imaginer demain, si c'est un demain qui est forcément, comment dirais-je, cauchemardesque, quoi, s'il nous fait peur. Donc ça a été une préoccupation. On s'est dit, mais c'est vraiment... Alors avec ma doctorante, on préparait le propos. Et puis on commence à prompter, on commence à travailler, à produire des images et on dit Nantes, voilà, inondée. Alors, Nantes inondée. On a de l'eau et puis finalement on se retrouve avec les images assez classiques, des gens dans l'eau, avec les sacs sur la tête, etc. Et puis on dit, et après, qu'est-ce qui se passe? Alors on continue. Et après, qu'est-ce qui se passe? On aménage, on met des petits pontons, on met des endroits où on peut finalement... Alors on se dit, ah tiens, c'est intéressant. Et finalement, ça commence à changer notre paysage. Et après, qu'est-ce qui se passe? On a continué, finalement. Et là, on a une ville qui vit avec l'eau. Finalement, vous voyez pas, mais où les enfants se baignent, finalement, où la rue devient une piscine, etc. Puis on se dit, mais finalement, c'est enchanteur. C'est peut-être ça qui est intéressant. Et donc, c'est ce processus comme ça d'interrogation. Parce que vous savez, au niveau du climat, on est un peu comme avec la mort. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on dit, il y a un refus, il y a un déni. On est exactement comme ça en ce moment. C'est-à-dire, on sait que ça va arriver, on sait qu'il va y avoir les problèmes, mais on est dans le déni. On veut pas, on ne veut pas. Et puis au moment où ça arrive, on est dans la colère parce qu'on n'est pas content que ça arrive malgré tout. Donc là, on résiste. On dit c'est pas possible. Et puis à un moment, on franchit, puis il y a une forme d'acceptation et puis de reconstruction. Et en fait, c'est là où il faut imaginer ce que peut être la reconstruction finalement, ce qui peut être le demain. Au niveau du Alors ça, on a justement, c'est ça la sidération, des images qu'on fabrique comme ça, parce qu'on s'est rendu compte aussi en interrogeant par exemple les géographes nous disent par rapport au climat ou les gens qui s'occupent des catastrophes climatiques, il y a un vrai enjeu dans la représentation des choses. En fait, il y a eu beaucoup de victimes, on l'a vu en Espagne dernièrement. Alors, pas en France, mais en Espagne, on l'a vraiment vu. Beaucoup de victimes parce qu'il n'y avait pas de représentation de ce que ça pouvait être. Et c'est pour ça que des gens sont allés chercher leur voiture dans leur garage. Et vous savez qu'ils ont été piégés. Ils sont morts en allant chercher leur voiture dans le garage, ce qui est absolument tragique quand on pense une vie contre une voiture, quoi. Et ces questions de représentation nous aident aussi à nous familiariser et puis à dire ah oui, si ça arrive, voilà comment on peut réagir. Alors là, ce sont un peu des rêveries en fait autour de ça, comment la ville peut se transformer et finalement comment elle peut être, vous voyez, un peu en 3 dimensions finalement, et puis accueillir l'eau.
Et on peut se dire, bah, tiens, finalement, ça peut être aussi ça, Nantes ou Rezé, ou notre environnement, c'est-à-dire on habite avec l'eau et en fait, on est peut-être sur des niveaux différents. Je sais pas comment... Je suis pas transparent. Voilà, peut-être que je peux orienter là. Et trouver des configurations où finalement un bâtiment peut servir quand il fait très chaud d'abri et que cet abri, ce surplomb, devienne une rue passante quand les eaux montent. Alors vous allez me dire, bon ça c'est un peu des rêveries comme ça, il s'amuse tranquillement avec ces images, il imagine des choses, mais enfin bon, c'est bien gentil, mais la réalité c'est quand même autre chose. Alors je continue un peu la rêverie. Mais en fait, la réalité, elle existe. Quand on prend Hambourg, par exemple, c'est exactement comme ça qu'a été conçu le Hafen City, donc la partie portuaire de la ville, qui est sur 2 niveaux. Et là, vous voyez, quand c'est inondé, c'est arrivé il y a quelques années, en fait, toute la rue est inondée, mais tous les premiers niveaux, enfin tout le rez-de-chaussée plutôt, est fermé de façon étanche. Et donc, au niveau de l'organisation de la ville, on n'a simplement plus de garage souterrain, on n'a plus de lieux souterrains, et puis le rez-de-chaussée reçoit l'eau, est capable de recevoir l'eau, et une rue est conçue au niveau supérieur, et la ville continue de fonctionner. Et vous avez ces images-là assez étonnantes d'Hambourg, où on continue à vivre alors que l'eau est là. Voilà. Alors, par rapport pareil, au dialogue citoyen et à la concertation, il y a beaucoup de sujets qui nous intéressent, qui sont par exemple vivre la nuit. Est-ce que vous avez peur de vivre la nuit? Et on a travaillé comme ça sur des imaginaires avec des personnes en leur montrant des images et en disant, mais ça, est-ce que c'est inquiétant pour vous? Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Est-ce que c'est inquiétant pour vous? Est-ce que ça, c'est inquiétant pour vous? Ah oui, je suis carrément devant. Oui. Hein, on voit moins bien. Ça, par exemple. Donc, toutes ces mises en scène. Et c'est intéressant parce que, en fait, l'idée, c'est pas de montrer des images, c'est de susciter la parole. Évidemment, quand on est en concertation, il faut que la parole sorte. Et on a toujours des témoignages un peu inattendus. Dans une concertation, il y avait quelqu'un de très costaud qui disait moi, j'ai pas peur la nuit, j'ai peur de rien. Et puis on disait, oui, mais développez autour de ça. J'ai peur, sauf un jour, j'ai vu des yeux, et là, j'ai eu vraiment peur. Okay. Voilà, comme ça. Mais la ville, la nuit, ça peut être ça aussi. Évidemment, la couleur, la fête. Et vous savez que la question de la nuit est vraiment, dans le fonctionnement d'une ville, est très, très importante, puisque en fait, c'est quand même la moitié de notre temps. Et la question de la nuit, c'est pas que les fêtards qui vont. Vous avez beaucoup de personnes qui travaillent la nuit. Donc, l'usage de la nuit, ça peut être un usage contraint. Et donc, pour ces personnes-là, évidemment, il faut réfléchir à l'espace urbain. Alors, on peut avoir maintenant des applications qui nous aident aussi à traiter la question du climat assez rapidement. Et encore une fois, en fait, il y a cette notion de presque temps réel. Ce n'est pas tout à fait temps réel, mais c'est presque temps réel qui entre en jeu. Et à quoi ça sert le presque temps réel? Je vais l'appeler comme ça. Ça sert au dialogue. C'est-à-dire qu'en fait, si les réponses arrivent rapidement, alors on peut dialoguer. Vous voyez, c'est vraiment toute la communication humaine est fondée là-dessus. C'est-à-dire si avant j'envoyais mon message et puis il mettait 3 semaines à arriver, puis que ça revenait 3 semaines après, le dialogue ne se fait pas de la même façon. Et puis, on a vu que dans l'histoire de l'humanité, l'instantanéité du dialogue a permis les développements très, très forts. Donc, cette question du temps réel fait que, par exemple, là, on est à Indre. Et dans cette expérience à Indre, l'idée, c'était de dire, mais comment peut-on travailler sur la capacité d'un terrain? Le maire nous dit, j'ai envie d'avoir 100 logements. OK. Donc, on va regarder 100 logements, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on est capable de regarder aussi l'impact écologique, finalement, de 100 logements ou de plus? Et puis, on fait tourner ces modèles qui répondent très, très vite pour faire des évaluations solaires, pour faire des évaluations aéroliques, donc le vent, et puis de regarder les îlots de chaleur.
qui sont un grand sujet. La question de l'ensoleillement, la question du son, la circulation, finalement, quelles contraintes finalement ça pose, jusqu'à combien ça porte, etc. Alors tous ces calculs sont faits, comme ils sont faits très vite, ils sont faits à grosse maille, mais ça permet quand même d'avoir une première idée, de se dire, OK, je vois de quoi on parle, je vois s'il y a un problème, et de commencer à travailler sur ces problèmes-là. Et puis une fois qu'on a les masses, eh ben, on peut aller commencer à chercher des formes, à se dire, est-ce que c'est ça qu'on a envie de voir? Est-ce que c'est ce paysage-là? Est-ce que c'est ce paysage-là plutôt? Et puis là encore, par itération rapide, on peut se poser des questions, on peut évaluer les choses et puis se dire, mais oui, plutôt dans... Et puis en fait, ce qui arrive, c'est que ça fait naître des questions nouvelles. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que à chaque fois, on se dit, ah oui, mais ça me fait penser à. Et pour ce cas-là, par exemple, il y a eu des rapports de voisinage qui n'étaient absolument pas anticipés au départ et qui, voyant les images, se disent, ah oui, mais si on perçait là, en fait, on mettrait en connexion deux lieux. Et là encore, dans des dynamiques d'échange qui étaient très rapides. Alors là, c'est un peu l'anecdote. Parce qu'on peut travailler, ça c'est ce qu'on développe en ce moment avec ma doctorante là, sur quelle interface on peut utiliser, parce que vous pouvez vous dire ah oui, mais c'est quand même un peu compliqué tout ça. Donc là, c'est de se dire on pourrait prendre des objets, je prends ça, je prends le verre, je prends quoi, et puis on les met sur la table et puis on joue avec et en fait on voit les images se créer pratiquement en temps réel par rapport à ça. Donc il y a un côté aussi interactif qui nous intéresse et ce sur quoi on travaille. Et pareil au niveau des esquisses. Voilà, donc peut-être pour conclure maintenant, il y a deux choses, une question peut-être qui se pose, c'est celle de la créativité et de se dire finalement, est-ce que ça nous rend plus intelligents, plus bêtes, est-ce qu'on est mieux ou moins bien? Voilà, une bonne question par rapport à ça. Alors, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle là-dedans. La bonne nouvelle, c'est que effectivement, ça rend, si on est sur le critère de la créativité, ça rend plus créatif. Voilà. Il y a une mauvaise nouvelle qui accompagne ça, c'est que en fait, les injustices par rapport à cette question de la créativité sont démultipliées. C'est-à-dire qu'une personne peu créative deviendra plus créative, mais avec un petit ratio pas terrible. Quelqu'un d'extrêmement créatif deviendra énormément créatif. Voilà, avec ça. Parce que, alors en revanche, il y a un risque qui est noté, c'est que s'il y a plus de créativité, il y a un risque d'uniformité, d'uniformisation de ces formes créatives. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est repéré, mais que l'on peut travailler. Donc ça, s'il n'y a pas de question. Alors, peut-être pour finir, et puis peut-être s'il y aura... Après, on discutera. Il y a une anecdote que j'aime bien raconter parce que, en fait, je ne sais pas quoi en faire. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que je ne sais pas quoi en faire. C'est la lutte. C'est une anecdote autour de la lutte, vous savez, entre Turner et Constable, donc deux peintres anglais. On est en 1832. Il y a l'exposition universelle l'exposition de peinture à Londres. Et les deux peintres vont exposer côte à côte et ce sont des rivaux. Depuis des années, ce sont des rivaux. Constable, c'est un peu... si vous situez les choses, vous voyez les boîtes de chocolat avec les chevaux, des paysages anglais, ça c'est Constable. Et Turner, c'est Turner, vous devez connaître. Alors là, Constable, c'est le type, mais qui est bien, quoi. C'est le type bien, il est fiable, il est bien. Et puis Turner, il est volcanique, il est tout ça. Et Constable, ça fait des années qu'il est sous l'emprise, enfin sous l'aura de Turner. Et puis là, il se dit, c'est pas possible. Et pour cette exposition, il fait un tableau, Constable. Il dit, là, cette fois-ci, là, on pourra rien dire. C'est vraiment extraordinaire. Et effectivement, il affiche son tableau et tout le monde dit, waouh, bon, là, Constable, là, tu l'as fait. Là, quand même. Et Turner, il vient se mettre à côté, il met son tableau et puis il regarde Constable, il dit, ah ouais, là, quand même, là, il a fait le job. Et ils n'ont pas le droit de reprendre, juste des tout petites retouches comme ça. Donc, Turner, il regarde et puis il met son pouce dans le rouge, il met un coup de rouge sur sa toile et il s'en va.
Et le lendemain, ouverture d'exposition, tout le monde regarde la Turner. Mais Turner, quel génie, ce rouge, c'est quand même absolument bouleversant. Et là, Constable, il est raplapla. Et en fait, cette histoire, pour moi, c'est ça, c'est la créativité, le geste créatif, la reconnaissance de quelque chose, soudainement, le geste en plus, et l'inattendu. Et en fait, quand je dis que la question est en suspens, c'est parce que est-ce qu'on en a ça? Est-ce qu'on n'en a pas ça? Voilà, c'est la discussion. Merci. L'idée aussi, c'est qu'il y ait un échange. Peut-être que vous avez des questions à l'issue de cette... Alors... Non. En fait, je suis passé un peu vite parce que c'était technique comme ça. En fait, on a deux choix, en gros, d'outils, des outils en ligne, dont la liste est assez conséquente, hein, que l'on va voir. Midjourney, par exemple, c'en est un, et puis vous en avez plein d'autres. Et alors, moi, par défi technique, aussi parce que je n'avais pas envie de payer les outils en ligne, je passe sur les outils open source qui ressemblent un peu à ça dans leur configuration les pires, mais qui peuvent être comme ça de façon beaucoup plus légère. Où on va effectivement redéployer le raisonnement que l'on veut avoir. Donc ça veut dire qu'on va aller choisir le moteur qui va fabriquer les images. On va prendre, je vais utiliser des mots inadéquats, mais c'est pour illustrer, mais si je peux utiliser le vocabulaire voulu aussi. On va utiliser, par exemple, de quoi récupérer des images de base, des images de base qui vont guider, par exemple. Et effectivement, là, on peut créer ses propres librairies de photos à soi. Et il y a des grandes agences d'archi comme MVRDV, par exemple, Zahadid ou Big, font ce travail-là maintenant, alimentent ces bases avec leurs propres projets et puis après recréent voilà, en fonction de ça. Alors vous allez me dire, peut-être qu'ils tournent en rond, mais en fait, il y a une telle base qu'ils ne tournent pas en rond. Oui, c'est énorme. Oui, alors il y a deux niveaux dans cette question qui est très très importante. Effectivement, pour commencer, on peut être en ligne et on va pouvoir générer des images de très grande qualité. Je peux indiquer des sites. J'en avais indiqué. Oui. Par exemple, ici, on est sur ce site qui s'appelle Créa. Là, pas de souci, grande qualité d'image, de vidéos, des outils interactifs très très bluffants, là vraiment extraordinaire. Et puis si jamais vous produisez énormément d'images, quand je dis ça, parce qu'avec les étudiants, par exemple, la semaine il y a 15 jours, c'était 1000 images par jour. C'était quand même beaucoup à partir de ce site-là. Et l'abonnement est de $10 par mois, donc ça reste assez raisonnable. Voilà. Et puis après, effectivement, si vous êtes à un niveau plus expert, après on peut aller sur des systèmes en local. Après, la question se pose pour des personnes qui ont des agences, par exemple, ou des administrations, ou des services comme ça, de se dire mais comment je peux avoir ça en local. Et effectivement, on est plutôt sur deux niveaux. On va avoir peut-être une personne un peu guide qui va préconfigurer la chose. Parce que même dans le sac de nouilles que je montrais ici, qui a l'air compliqué, c'est compliqué de le faire. Et encore que. Mais après, l'utiliser, c'est tout simple. Il y a un bouton à appuyer. Donc, il peut y avoir une personne dans le service qui sait faire ça. Et puis après, tous les autres, vous appuyez sur le bouton. Et puis voilà, quoi. Non. Allô. Non, d'abord, merci pour votre intervention. Puis merci à Walter pour son initiative, toujours aussi inventif dans la démarche. Moi, je voulais juste moi, je suis pas un expert, mais j'ai un peu l'occasion de travailler là-dessus quand même. Mais je reprends une métaphore que vous avez dit à un moment donné, on continue dans la rêverie. Et est-ce que pour équilibrer un peu le propos, vous pourriez un peu nous parler du cauchemar ?
Est-ce que c'est un exercice rhétorique ou philosophique, c'est ça Non, il y a beaucoup de questions qui se posent effectivement derrière ça. Et la première question, c'est effectivement l'évolution des professions. Mais ça, comme chaque moment marquant, en fait, démarquant en tout cas d'émergence comme ça, il y a de vraies interrogations par rapport à la façon dont on va travailler ensemble, la façon dont on va... Alors, il y a des questions qui sont très très connues autour sur la sécurité, sur l'authenticité, etc. Moi, je reste toujours un petit peu en marge de ces questions-là parce que je pense que c'est lié à l'éducation. Donc, je fais le pari de l'éducation en disant si on sait de quoi on parle, si on sait comment on en parle, voilà, on arrive à travailler avec et à gérer la chose. Si on n'est pas bien éduqué, effectivement, il y a des éléments néfastes que l'on voit commencer à apparaître. Mais on parle par exemple des images truquées. Très souvent, c'est l'exemple qu'on donne. On va dire on va plus savoir reconnaître. Donc, on a vu Macron se déguiser, etc. J'ai même fait une intervention près de l'école de journalisme l'année dernière où il se posait cette question-là, de dire comment est-ce qu'on va arriver à distinguer le vrai du faux. En fait, la réponse, elle est assez simple d'une certaine manière. C'est que quand on est dans une société où tout le monde est capable de documenter quelque chose, si vous avez qu'une seule itération, c'est que c'est pas fiable. Et si vous avez plein d'itérations, c'est que c'est fiable. En tout cas, ça, c'est une des choses que l'on peut voir. Je peux compléter peut-être. Je prends souvent l'analogie. Non, parce que ça va l'harceler. Je prends souvent l'analogie du marteau, c'est-à-dire un outil, il peut très bien servir à enfoncer un clou et il peut très bien servir à tuer. Donc tout dépend de la façon dont. Je te rejoins sur la question de l'éducation. Il faut apprendre à utiliser ces outils qui sont ni plus ni moins que d'autres algorithmes. On est dans une avancée en fait de la progression de l'informatique qui franchit un nouveau pas, qui permet de gérer une grande masse de données, ce qui n'était pas possible aujourd'hui. Et ces algorithmes, on peut les traiter aujourd'hui pour le meilleur et pour le pire. Et la variable, c'est pas l'outil, c'est l'humain qui va l'utiliser. Et donc, effectivement, la question de l'éducation, de se dire ces outils, on va pouvoir l'utiliser plutôt pour le bien commun. Et c'est un peu l'objet de Roseia, c'est de dire ces outils-là, oui, bien sûr, ils peuvent servir à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et donc là, on est plutôt effectivement dans la forfaiture, mais ils peuvent aussi servir à dessiner un autre avenir et des projections sur lesquelles on va pouvoir se positionner. Et donc là, je dirais tout dépend de l'intention en fait. Moi, je voulais soulever un petit peu le problème des algorithmes, de ce qui nourrit l'IA. Et par rapport à la parité, est-ce que l'IA est surtout nourrie par des chercheurs, par un monde d'hommes? Et voilà, quelles sont les conséquences? Enfin, comment prendre du recul? Comment faire que la parité existe dans ces algorithmes? Donc, il faut y faire très attention. Et en même temps, quand je vois, je te remercie, Walter, d'initier tous ces rendez-vous autour de l'IA. Lorsque je vois que les 3 prochains, enfin, que vous, je vous remercie beaucoup, hein, et les 2 prochaines, ce sont des hommes, quelle est la part des chercheuses, enfin, des femmes dans l'IA? Voilà. Merci, c'est une très très bonne question, très intéressante. Et alors, mes doctorantes sont des filles. C'est que des femmes. J'ai un nouveau groupe d'étudiants sur des mémoires de master, donc autant de garçons que de filles. Tous les sujets IA sont pris par des filles. Et les garçons prennent d'autres sujets. Donc, effectivement, moi, c'est ce que je remarque, et j'en discutais avec une collègue chercheuse de l'école centrale qui faisait exactement la même remarque. Elle dit c'est étonnant. Alors, on en parlait parce qu'on parlait c'était dans l'actualité, les maths, la question des maths et des sciences, voilà. Et elle faisait remarquer, parce que la conversation commençait comme ça, elle disait, quand on donne un exercice au CP et on dit, faites un exercice de dessin, les filles ont un meilleur score. Quand on dit aux garçons, faites un exercice de maths, ils excellent. En fait, c'est le même exercice qui est donné.
C'est le même exercice qui est donné, mais il y a quelque chose effectivement. Mais on remarquait en même temps que dans les inscriptions pédagogiques que l'on a, sur les questions de réalité virtuelle et sur les questions d'IA, ce sont que des filles qui viennent. Donc là, alors après, il y a la question de la représentation et la représentativité des femmes dans le. En fait, il y a des. Alors, on a souvent parlé de biais. En fait, ce ne sont pas vraiment des biais. C'est pas la bonne interprétation. Comme les bases de données sont nourries de tout ce que l'on a, ce sont les biais de la société qui sont reflétés à travers l'IA. Donc, ce n'est pas l'IA qui crée des biais. L'IA traduit les biais qui existent dans la société. C'est pour ça qu'effectivement, si je fais un prompt sans spécifier, je dis médecin, j'aurai un homme, j'aurai pas une femme médecin. Ça, c'est vrai, parce que quand on a moissonné toutes les images qui existaient de médecins, eh ben, c'était majoritairement des hommes et qui étaient représentés. Donc l'IA est un miroir de notre société. En revanche, comme on peut agir justement par le texte, ça nous avait frappé aussi. On avait fait un film avec les étudiants et à un moment, il y avait une scène de révolte. Et il y avait une scène comme ça de révolte. Et en fait, tous les personnages qui avaient été créés, c'était des personnages de couleur. On s'est dit, tiens, on fait une scène de révolte urbaine et on n'a que des personnages de couleur. Mais là encore, on a toujours notre libre arbitre et de toute façon, on a le contrôle. Donc on peut dire, ça, je n'en veux pas. Et si j'ai envie de montrer autre chose, je montre autre chose et je vais forcer, parce qu'on peut le faire, pour avoir le résultat que l'on veut. Et c'est là que l'on bascule dans quelque chose d'autre. Et c'est très, très important, c'est qu'on a l'impression qu'il suffit d'appuyer sur le bouton pour qu'on ait quelque chose. Effectivement, si on appuie sur le bouton, on a quelque chose, mais on aura tous les stéréotypes, tous les standards, tous les archétypes qui vont sortir. Voilà. Et le texte, c'est pareil. Si on dit « fais-moi un beau texte poétique », on aura des... Voilà. Mais en revanche, si on travaille avec... parce que... alors, je l'ai dit tout à l'heure un peu, moi, je m'interdis de l'appeler outil exprès, intellectuellement, pour ne pas le ramener à un outil, pour me poser la question de qu'est-ce que c'est. Et si je n'appelle pas outil, je suis gêné. Et que si je suis gêné, ça veut dire que je dois chercher davantage ce que c'est. Et si je dois travailler ce que c'est, ben ça me permet de travailler la définition et aussi la manière dont je vais l'utiliser. Et en fait, c'est quand même quelque chose avec quoi on dialogue, mais on dialogue avec soi-même. Donc en fait, c'est aussi un jeu de miroir qui peut être cruel, parfois, parce que si on n'y arrive pas, c'est qu'on n'y arrive pas. C'est pas ce machin-là qui va, voilà. Et donc, c'est-à-dire que pour cette question très très importante, effectivement, c'est aussi un travail volontaire qu'il faut faire et qui est déterminant pour ça. Il faut bien se représenter que les grands modèles de langage comme ChatGPT ou Mistral, ils ont absorbé tout le web. Donc, quand on pose la question à Arthur Nash, le patron de Mistral, en disant est-ce que ce que vous avez produit, c'est une IA un peu à l'européenne, en fait, il est mal à l'aise. Il dit non, en fait, on a aspiré toutes les données du web comme les autres. Donc, peut-être qu'il y a un peu de spécificité, mais c'est à la marge. Et donc, ces grands modèles, en fait, sont biaisés, mais effectivement biaisés au sens humain du terme. C'est pas au sens de l'algorithme du terme. C'est la représentation de la société, en fait. Alors du coup, je vais passer à ma question. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question concernant le dialogue citoyen et l'utilisation qu'on peut faire de l'intelligence artificielle. J'ai renoté dans votre intervention que vous disiez que le principal enjeu, c'est de susciter la discussion. Et je me demandais si vous aviez constaté, et si vous pouvez nous parler un peu plus de ce que vous aviez constaté dans l'usage de l'intelligence artificielle, contrairement à d'autres utilisations qu'on peut faire en dialogue, notamment faire du sketching en simultané, dessiner, utiliser aussi de la vidéo. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose dans le dialogue citoyen ? Et deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas une question de aussi la place du dialogue citoyen dans le projet urbain ? Est-ce qu'on est au tout début dans le fait de faire émerger des idées ? Ou est-ce qu'on est vraiment sur où est-ce qu'on va mettre tel banc, etc. Voilà. Beaucoup de questions, oui. Oui. Alors, pour moi, aucune technique n'est unique.
C'est-à-dire que c'est pas ça en disant ça c'est formidable, ça remplace tout le reste. Ça, c'est dans la palette, c'est un ajout à l'intérieur de la palette. Le dessin, ça fonctionne très très bien, effectivement. La référence de photos, ça marche très très bien. Là, ce qu'il y a de spécifique, c'est que on prend vraiment les mots et les mots, on en fait les images directement. Et ça. Et c'est l'histoire de la question de la sécurité que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de l'inattendu quand on prend les mots et qu'on les transforme en images et qu'on dit « est-ce que c'est ça que vous vouliez dire ?» J'utilise souvent la formule « tu vois ce que je veux dire ?» Et puis quand on dit « tu vois ce que je veux dire ?» on dit « non, en fait, je vois pas très bien ce que tu veux dire. » Donc là, c'est vraiment ça, c'est de prendre la parole et puis la transformer en image. Après, la question de la temporalité, c'est une question assez complexe et sur laquelle on travaille actuellement en faisant des cas et en cherchant en fait. Là, pour le coup, c'est vraiment dans la partie recherche. Pour la question de la nuit, par exemple, on a travaillé avec la Samoa dans de l'existant à transformer. Alors, quand on parle de la place de la femme, justement, c'était la place de la femme dans l'espace public. Il y a un grand sujet à ce niveau-là. Et la place de la femme dans l'espace public la nuit, là, on commence à mettre beaucoup de choses comme ça. Et donc là, effectivement, ce sont les images que je montrais sur la représentation que l'on avait de l'espace. Est-ce que l'on est dans une peur qui est fantasmée? Est-ce que c'est une peur réelle? Est-ce qu'il y a des facteurs précis? Et en fait, dans les petits visuels que j'évoquais tout à l'heure, je ne sais plus où ils sont, s'ils sont un peu, voilà. On a réussi à identifier. Alors, vous allez peut-être me dire, c'est évident, vous auriez pu le trouver autrement, mais là, c'était un peu évident. Enfin, c'était assez prégnant. La question de l'anticipation que l'on peut avoir à l'intérieur d'une rue, par exemple, ou d'un lieu. La question de l'anticipation, c'est de dire, au moment où j'entre dans une rue, je suis capable de scénariser un certain nombre de scénarios, et je peux dire, là, je peux fuir, ou là, je peux avoir un danger potentiel, ou là, il peut se passer ça. Et si on est capable de décrypter ces éléments-là, en fait, on peut faire un choix. Alors, ça a été très, très prégnant à partir d'une image qui nous est arrivée. Alors là, c'était une erreur de prompt, en fait, une image assez étrange qui nous est arrivée, avec une forme vaguement humaine, que l'on peut interpréter comme humaine, dans une sorte de drap ou de linceul, on ne sait pas, qui était dans la rue. Et là, cette image très, très étrange, extrêmement dérangeante, en fait, nous a amené à nous poser la question, qu'est-ce que je fais face à ce scénario-là ? Est-ce que je passe? Est-ce que je passe pas? Est-ce que je regarde ce que c'est? Est-ce que je regarde pas? Et en fait, tout ça nous a conduit à nous poser cette question-là, de dire, finalement, dans ces scénarios d'usage, ce qui est important, c'est cette question d'anticipation et comment je comprends cette notion d'anticipation. Et par rapport à ça, on voit effectivement qu'est-ce qui va jouer. Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que c'est des chicanes? Est-ce que c'est la présence d'autrui? Et voilà. Donc là, par rapport au dialogue citoyen, c'était pour des situations existantes. Et en particulier, c'était le pont, je ne sais plus comment il s'appelle, à côté de l'école d'archi d'ailleurs, où on passe dessous, et qui était réputé comme étant dangereux. Et quand on demande au service de la ville, justement, parce que je travaille beaucoup avec Dany Joly, qui est le directeur de la lumière à Nantes, il me dit, non, c'est au contraire, c'est drôlement bien, parce que c'est bien éclairé, c'est très doux, c'est très agréable. Donc il y a entre le mesuré et le perçu, et c'est un grand thème, ça, que l'on a en architecture, en analyse urbaine, c'est entre la différence entre le mesuré et le perçu. Dès qu'il y a une différence, c'est qu'il y a un sujet intéressant. Vous avez compris que les toilettes étaient au fond. Oui, je voulais juste savoir, moi, est-ce qu'il est possible de faire la discrimination entre l'analyse prédictive, ça veut dire ordonner un certain nombre de données dans une base de données et une vitesse d'exécution de ces données, et l'intelligence artificielle qui serait indépendante de cette base de données? En fait, ça va fonctionner ensemble. Et d'ailleurs, l'évolution des métiers, j'ai vu un article ce matin à ce sujet-là, sur l'évolution des métiers, où effectivement, on va avoir à partir des bases. Alors, j'ai appris hier, donc c'est comme dit Gottlieb, je ne l'ai appris qu'hier, que les plus grands utilisateurs d'IA actuels, c'est la Poste et le Pôle emploi.
France Travail. Ce sont les deux plus grands utilisateurs, les deux plus performants en tout cas dans ces domaines-là. France Travail, justement pour traiter à la fois les offres et les demandes, donc les grandes bases de données, et une discrimination de ces bases de données, un raffinement pour pouvoir après s'adresser. Et il semblerait qu'ils ont de meilleurs résultats, selon ce qui était communiqué par rapport à ça. C'est que de toute façon, quand on parle d'intelligence, c'est un abus de langage. Il n'y a pas d'intelligence. Oui, c'est que de la statistique. C'est comme quand on parlait réalité virtuelle, en fait, c'est... Oui, c'est ça, oui. Oui, alors c'est à la fois une remarque, une question, c'est aussi dans le prolongement du dialogue citoyen et dans le prolongement de ce que je disais entre la rêverie et le cauchemar. C'est un outil hyper puissant et hyper séduisant. Et effectivement. Et donc, en même temps, la question que je me pose, c'est quelle est la capacité à garder une fonction critique, à garder du discernement et ne pas être dans une logique de dépossession. Et ne pas être dans une logique de dépossession, et c'est encore plus vrai dans le rapport entre le citoyen et le projet. Et donc la question de l'éducation, effectivement, elle est importante, mais la question de l'éducation, c'est de maintenant dont on parle. Les enjeux, ils sont actuels, ils sont à venir. On ne parle pas pour des gamins... Enfin, il faut parler pour des gamins de 10 ans, il faut parler aussi pour aujourd'hui. Donc il faut mettre en perspective tout ça, semble-t-il. Oui, effectivement, c'est le grand défi que l'on a quand je parlais d'émergence tout à l'heure, c'est que en fait, on a quelque chose qui vient d'émerger, qu'on n'a pas eu le temps de bien penser, et qui évolue plus vite que l'analyse que l'on peut avoir et le travail de réflexion que l'on peut avoir. Et ça, c'est un vrai... Si on voulait évoquer la partie sombre, elle est vraiment là. C'est-à-dire que quelque chose qui bouge tellement vite qu'on n'a pas le temps de suivre et de le penser. C'est pas la première fois que ça arrive. Ça, pas mes lunettes, mais c'est sorti. On n'a pas eu le temps de le penser. On n'a pas eu le temps de... Il y a plein de sujets autour de ça qui ont été décrits pour les personnes âgées, sur le fait que si on n'a pas ça, on est coupé de tout un tas de services, de tout un tas de... Et on est sur une temporalité qui est beaucoup plus lente que celle de ça, qui est encore plus rapide. Et effectivement, les transformations sont... On évoque souvent... parce que, alors, finalement, je vais revenir sur la partie noire, mais je pense que c'est important. Effectivement, moi, je n'ai pas de fascination, parce que j'ai peut-être plus l'âge, je suis un peu, mais non, j'ai de l'intérêt, de l'engouement peut-être, mais la fascination moins. Quand j'utilise ça, je sais ce que c'est que d'utiliser d'autres moyens pour atteindre le même résultat. Et ça, c'est une notion. Oui, et ça, c'est la notion fondamentale. Parce que j'ai toujours cet outil de mesure de dire que si je devais le faire à la main ou si je passerais par telle étape. Et ce qui m'interroge, et c'est la vraie question à la fois comme pédagogue et puis surtout comme pédagogue, et peut-être c'est de dire, finalement, les nouvelles générations qui vont s'emparer de ça directement, elles n'auront pas, ou comment faire pour faire en sorte qu'il y ait effectivement la restitution de ces étapes et ne pas passer pour un vieux ringard en disant tu sais que si tu faisais tes calculs à la main plutôt que de la faire à la machine à calculer, tu serais plus intelligent. Est-ce que le problème il se définit de cette façon-là ou est-ce qu'il se définit d'une autre façon? Et ça, c'est une question que je porte. Qui est une question complexe. Je n'irai pas vous dire, tiens, j'ai ma réponse, au revoir. Mais en tout cas, qui nourrit des débats, des dialogues et une vraie difficulté. La question s'est posée quand on a utilisé la calculatrice aussi, en disant, si on utilise la calculatrice, est-ce qu'on sait encore compter? Donc ça, c'est des débats qu'on a de façon régulière dans l'histoire. Oui. Moi, j'ai eu une anecdote à vous dire, c'est quand j'ai distribué ces flyers-là, que je les ai mis à droite et à gauche dans la ville, c'est intéressant aussi de voir les réactions des gens qui prennent, sans connaître d'où vient la source, et de voir les réactions. Donc, moi, j'étais chez mon coiffeur sur la place du 8 mai, et puis je vois une personne que je ne connaissais pas qui
avait la notion quand il y a eu le développement de l'informatique, à savoir que comme c'était capable de faire ça, on a créé des nouvelles demandes parce que l'outil était capable de faire ça. Ouais. Est-ce qu'il y a la même Mm. réflexion Ouais, ouais. que des copies de ChatGPT. Alors ça pose deux questions. Ça veut dire que, les élèves, ils n'ont pas attendu leurs enseignants pour utiliser ChatGPT. Ah, ça, c'est clair. Pour le meilleur et pour le pire. Ouais, ouais. Et à la fois, ça pose la question comment les enseignants se saisissent de la question pour en faire un outil pédagogique et l'utiliser à bon escient. Et là, pour le coup, les réponses à apporter dans l'encadrement, l'éducation nationale commence à se saisir de ces enjeux et il faudra du temps pour que ça réagisse. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Parce que c'est toute une génération qui va passer et on risque d'avoir un trou dans la raquette. Et donc, ce type d'initiative, ça fait partie aussi des échanges et des réflexions et de voir ce qu'on peut faire à l'échelle locale. C'est toute la question qu'on peut se poser par rapport à l'effort que l'on doit faire pour laisser son empreinte singulière face à des données statistiques en fait qui sont collectées, comme tu disais, Walter, dans le web en fait. C'est qui je suis singulièrement, individuellement, Oui. dans un collectif qui fait société en fait à travers cette base de données qui est infinie en fait. Oui, oui. Je rebondis sur le terme d'effort qui me semble absolument essentiel aussi, puisqu'il y a une apparente facilité. Et l'apparente facilité peut aussi être extrêmement dangereuse du fait de déléguer, de ne plus faire l'effort de... pour l'éducation, il y a deux risques qui sont extrêmement prégnants que l'on voit. Et c'est un risque générationnel. Donc il n'y a pas trop de jeunes gens. Ah oui. Alors vous me direz si c'est vrai ou pas. C'est parfois de confondre l'acte lui-même, le contenu et le contenant, en fait. Et de dire pourquoi est-ce que j'ai une mauvaise note? J'ai rendu l'exercice. Non, la note, c'est pas rendre l'exercice, c'est de réussir l'exercice. Et là, il y a une incompréhension. Et en fait, avec ça, effectivement, on a la capacité de rendre l'exercice, mais alors vraiment très vite, et de le faire pas trop mal en plus. Donc, se dire, là, tous nos circuits d'évaluation, tout ça sont bouleversés parce qu'on se dit, comment est-ce que je peux évaluer quelque chose? Si le truc, c'était de faire un devoir bien, c'est fait. S'il fallait rendre l'exercice juste, bon, c'est fait, très vite. Donc, quels sont mes nouveaux critères? Et là, il y a une vraie... Les nouveaux critères d'évaluation et on voit aussi le grand retour de l'oral. C'est ça, oui. Pour voir, Oui. voir si les choses sont intégrées ou pas. C'est ça, oui. Oui. Et j'aime bien prendre l'exemple le GPS, parce que finalement, le GPS, c'est déjà de l'IA que l'on a depuis longtemps. Et vous posez la question, est-ce que vous faites totalement confiance à votre GPS? Est-ce que vous allumez systématiquement votre GPS? Est-ce que vous challengez votre GPS en disant, tu me fais tourner à droite, mais moi, je vais aller à gauche exprès pour et voir si tu te retrouves après, je prends des circuits, puis après, est-ce que j'arrive à perdre mon GPS ou pas? Toutes ces questions traduisent en fait de façon un peu caricaturale, mais totalement vraie, la relation que l'on peut avoir avec ce type de choses. Ce qui peut être intéressant aussi dans l'IA, c'est cette question de transgénération. En fait. On est dans une société où la population est de plus en plus vieillissante, on a aussi des jeunes, et la confrontation entre les deux, en fait, nous qui avons été habitués à l'effort, à apprendre, à ouvrir un dictionnaire, etc., et la facilité d'aller chercher des données, et de comparer en fait un écrit généré par l'IA, demander à ChatGPT par exemple, et de nous demander à nous, les anciens, de dire j'ai vécu ça moi dans mon boulot, ma responsable de 36 ans, qui me dit est-ce que tu peux relire quand même? Oui. Parce qu'il y a de la redondance, il y a quelque chose un peu de mécanique. Oui, c'est ça, oui. Prenez-nous deux questions encore. Ça va questionner l'égalité des chances aussi, parce que entre quelqu'un, pardonnez-moi, là je suis en plein Parcoursup. Oui. Moi j'incite mon fils à faire un effort de réflexion, à rédiger sa lettre, et puis il y a plein de gamins qui vont rentrer des lettres toutes prêtes, toutes cuites, et sur la sélection pour accéder à des formations, je trouve que sur un plan philosophique vaste, ça va re-questionner plein de sujets qui font société, égalité des chances, sélection, société à appréhender. Parcoursup, c'est une IA aussi.
c'est un algorithme. Il y a ça aussi. Alors attends, j'ai perdu ce que j'allais dire, mais en réponse. Non, mais j'ai le sentiment qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle technologie, une innovation, on a dû s'adapter nous aussi en retour. Donc, j'ai le sentiment qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle innovation, on a dû s'adapter nous également en retour en termes de pratique. Donc tout à l'heure, on parlait de l'oralité versus l'écrit pour les devoirs des jeunes. Et je pense que pour les lettres de motivation, c'était pareil. Au début, on les faisait à la main. Ça permettait aussi de mesurer l'écriture de la personne, s'il écrit droit, s'il fait des fautes d'orthographe. Après, on a eu la possibilité de faire relire directement nos textes sur Google, de vérifier l'orthographe également. Je pense que c'est aussi une question de fracture numérique. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude et qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir accès à Internet chez eux. Ça va faire encore une plus grande différence avec ceux qui ont Internet et qui peuvent utiliser l'IA. Mais je pense qu'on peut nous aussi s'adapter en tant que société en faisant d'autres manières de tester, d'autres lettres de recommandation, d'autres types de rendez-vous. En tout cas, on va être obligé. Mais j'ai l'impression, comme ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de l'éducation, c'est que si on ne prend pas les choses rapidement, l'IA elle va tellement vite qu'il faut qu'on puisse mettre en place des dispositifs suffisamment rapidement et être suffisamment créatif pour y répondre également, quoi. Parce que juste pour vous dire quelque chose, il y a 5 ans, moi, je travaillais chez Reporters sans frontières et on couvrait les journalistes en Inde. Et à l'époque, il y a beaucoup d'usage du numérique en Inde. Ça va très vite, comme dans beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est. Et en fait, nous, on se retrouvait avec des journalistes qui avaient des vidéos d'elles en deepfake qui circulaient, où elles étaient positionnées dans des films pornographiques. Donc, elles étaient jetées en dehors de leur famille. Leur adresse était mise sur les réseaux sociaux. Et il y avait une vraie question de qui détient la connaissance de l'intelligence artificielle, qui peut l'utiliser, et en face, qui n'a pas la culture de l'intelligence artificielle, qui n'a pas la culture de sourcer, d'aller s'informer. Et justement, ça peut aller très vite, cet écart. Je pense qu'avec l'IA, ça va encore plus vite. Je pense que ça a toujours existé, ce gap, mais il va plus vite aujourd'hui avec l'IA. Voilà. J'ai beaucoup parlé. C'est passionnant. Et je veux juste faire un petit rebond par rapport à ça, parce que c'est une question aussi qui est très, très prégnante dans le travail que l'on fait. C'est sur le dialogue Nord-Sud. Et en fait, on se rend compte quand même, et c'est plutôt une bonne nouvelle, que sur ces sujets-là, on est un peu sur le même point de départ. Et moi, j'ai beaucoup de dialogues avec des collègues qui sont en Afrique, qui sont en Asie, qui sont en Amérique du Sud, par exemple, le Grand Sud, où on va se dire, finalement, on se prend ce problème-là au même niveau. Et c'est plutôt bien. Parce que là, on est vraiment à pied d'égalité et on a exactement les mêmes éléments pour réfléchir. Et ce ne sont pas tous les sujets que l'on a où on peut se dire, où on peut se regarder en disant, finalement, là, on n'a rien de... oui. Après, l'environnement, oui. Bonsoir. Moi, je voulais répondre particulièrement à madame qui posait la question, notamment, voilà, mon fils fait une lettre aujourd'hui, comment cela se passe, voilà, il s'avère que je suis chargée d'admission dans un établissement supérieur privé. Donc, je suis très souvent confrontée à ce genre de problématiques, ce qui fait que j'ai eu envie d'intervenir. En fait, aujourd'hui, un étudiant ou un postulant en école, mais que ce soit en fait dans tous les domaines finalement, qui a 17-18 ans ne sait pas utiliser l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prompt, il va être trop simpliste, pas suffisamment retravaillé, avec pas suffisamment d'intégration pour qu'aujourd'hui on ne s'en rende pas compte. Donc ça veut dire qu'on s'en rend compte. On le voit, puisqu'en fait les lettres de motivation d'étudiants aujourd'hui qui ont 17 ans, etc., qui veulent rentrer dans un établissement supérieur, en fait, sont quasiment les mêmes, avec la même structure, etc. Ce qui m'amène du coup, donc finalement, après ça dépend évidemment de la politique de l'établissement dans lequel votre enfant va postuler, bien évidemment, mais le supplément d'âme, la faute d'orthographe et la mauvaise articulation finalement de la lettre de motivation va des fois primer sur une forme de copier-coller de structure que l'on va avoir, puisqu'encore une fois,
un adolescent de 17-18 ans ne sait pas utiliser l'intelligence artificielle. Ce qui me permet du coup d'enchaîner aussi sur l'apprentissage de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il s'avère que moi je travaille pour le coup dans une école de création visuelle, donc qui sont des métiers qui se sentent énormément menacés par l'IA. Aujourd'hui, on a pris le parti pris, puisque l'IA existe et de toute façon, on est obligé de faire avec, de l'intégrer dans les programmes scolaires, de l'intégrer dans la pédagogie. Pourquoi ? C'est pour montrer que finalement, la créativité qui est de la créativité humaine, qui est faite de références, qui est faite d'apports extérieurs, etc., ne peut pas être remplacée par une IA. Et qu'aujourd'hui, l'IA, dans la création, elle peut devenir une aide, finalement, à partir du moment où la personne saura mobiliser tous ses antécédents pour avoir une réponse correcte et pour avoir une aide sur un point précis, mais pas sur un résultat créatif. Donc voilà, encore une fois, ça dépend aussi de comment les systèmes éducatifs arrivent à finalement l'intégrer, à le mettre en place, à l'adapter aussi finalement aux sujets qui sont étudiés et à en établir aussi à la fois les limites. Et je trouve que c'est quand même aujourd'hui quelque chose auquel on est obligé de faire face. Dans le domaine de la création, je fais un peu l'analogie avec l'arrivée de la suite Adobe, par exemple, de Photoshop, InDesign, etc. À l'époque, dans les années 90, tous les créatifs se sont dit « mais mon Dieu, on va être complètement remplacés par ces logiciels, et nous, le papier-crayon, etc. » Bon, la suite nous a montré que si on n'est pas doué avec un papier-crayon, on ne pourra pas être doué sur la suite Adobe. Pour moi, l'intelligence artificielle, il faut l'envisager exactement de la même façon. Et en fait, tant qu'on voudra se dresser contre et qu'on ne voudra pas accompagner les populations qui, de toute façon, vont évoluer avec, évidemment, on ne pourra qu'aller vers l'échec. J'enchaîne du coup, un petit peu dans la même veine. Alors moi j'ai à la fois la casquette d'ancienne étudiante de master, donc de l'année dernière, et en même temps je bosse dans la santé à l'heure actuelle. Et ce que je peux dire d'un point de vue du coup étudiant, c'est que effectivement l'année dernière, alors dans mon parcours, donc je faisais un parcours de management des organisations sociales, sanitaires et médico-sociales. Donc, on nous a donné des cours en fait sur l'intelligence artificielle, donc ce qui était quand même bien, parce qu'effectivement dans nos secteurs, ça arrive à grands pas. On parlait tout à l'heure des personnes âgées, et effectivement il y a beaucoup de choses qui viennent dans l'accompagnement des personnes âgées à domicile, par exemple, ce genre de choses sur l'intelligence artificielle qui sont quand même très intéressantes. Et pour en revenir à mon parcours, on va dire d'étudiante, effectivement en début d'année on nous a dit ChatGPT c'est interdit, n'y allez pas, voilà. Et au final, en milieu d'année, ils se sont un petit peu repris en nous disant bon, on vous autorise à le faire, mais par contre, effectivement, il va y avoir des contrôles dessus. Et de toute façon, bon, alors là, à un niveau master, on se rend bien compte que de toute façon, effectivement, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, l'oral fait aussi son œuvre et que de toute façon, si on ne connaît pas son sujet, ça ne marchera pas. Et d'un point de vue personnel aussi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que de toute façon, l'intelligence artificielle, elle marche extrêmement bien quand on sait s'en servir, comme disait Valentine tout à l'heure, et quand on fait une demande très précise. Donc moi, par exemple, je ne vais pas le cacher, voilà, ça s'est su aussi pendant mon parcours, je m'en suis servi de l'intelligence artificielle pour, par exemple, vérifier des données ou reformuler certaines choses que je pouvais écrire, mais où j'avais déjà la connaissance et où juste je demandais à l'intelligence artificielle de me le reformuler d'une autre manière ou éventuellement d'approfondir, de me donner de la bibliographie. Et donc effectivement, dans ce cas-là, on a aussi l'intelligence derrière d'aller vérifier ses sources, parce que c'est pareil, ChatGPT, là, à l'heure actuelle, par exemple, la version gratuite actuelle, je crois qu'elle est mise à jour de 2022. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mises à jour de 2025, donc il faut quand même vérifier ses sources. Moi, j'ai été vérifier toutes mes sources, il y en a certaines qui n'étaient pas bonnes. Donc, ça demande quand même un exercice aussi derrière de aussi vérifier les fautes d'orthographe, parce que mine de rien, c'est pas infaillible non plus. Voilà. Donc, du coup, effectivement, c'est un outil intéressant pour faire des recherches, mais qui ne remplace pas l'humain à l'heure actuelle. Et si j'en reviens du coup à mon domaine actuel, qui est la santé, on en parle beaucoup aussi, notamment pour tout ce qui va être les différentiels, l'aide au diagnostic. Et en fait, il y a beaucoup de choses où l'intelligence artificielle fait peur aux professionnels parce qu'on a peur d'être remplacé, etc. Et où en fait, quand on creuse un petit peu, alors moi, j'avoue que c'est le parti pris que j'aime à croire à l'heure actuelle, mais en tout cas, que ça peut être une aide pour un petit peu des choses dont on n'a pas forcément
le temps de s'occuper. Alors là, le différentiel, c'est un mauvais exemple, mais en tout cas, ça peut être une aide, mais qui ne va pas remplacer l'humain derrière, dans le diagnostic final, dans l'accompagnement aux personnes, mais qui peut faire gagner du temps et qui peut quand même être intéressante à creuser. Donc effectivement, après, comme toute nouvelle innovation, comme tu le disais tout à l'heure, il y a du pour et du contre et il faut quand même s'en méfier. Mais en tout cas, je pense que ça peut quand même être une belle avancée, que ce soit au niveau éducatif, au niveau médical. Pardon. Voilà. Voilà. Merci. Je vais la faire non pas rapide, il y a tellement de choses à dire. Mais en fait, c'est là que c'est intéressant. On voit que ça touche le domaine de la santé, du design, ça touche tellement de domaines. Déjà, parler même de l'intelligence artificielle, il faut revenir sur l'origine des mots. Moi, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui bossent dans ce domaine. Justement, on parle plus de deep learning, en fait. Parler d'intelligence artificielle, déjà, c'est une forme de novlangue, en fait. Parce que de quoi se base l'intelligence artificielle, entre guillemets, c'est sur du savoir humain, c'est sur un contenu humain. Et pour la petite anecdote, il n'y a pas très longtemps, on a un avocat qui a plaidé, on l'a appris après coup, en se servant de l'intelligence artificielle, et s'est complètement planté parce que l'intelligence artificielle lui avait sorti une jurisprudence qui n'existait pas. Et donc, il s'est fait débouter. Donc ça, c'est un très bon exemple. Donc, déjà, rappelons que l'intelligence artificielle se base sur une base de données qui vient des êtres humains. Donc, à partir de ce moment-là, on peut déjà mettre la base que l'intelligence sur laquelle elle se base, c'est celle de l'être humain. Après, bien sûr, elle a une puissance de calcul et une rapidité de trouver les données qui est beaucoup plus vite. Après, par rapport à la peur que peut être une nouvelle technologie, que ce soit la machine à vapeur au XVIIIe siècle, que ce soit Internet arrivant au XXe siècle, elle a toujours fait peur, elle a toujours menacé beaucoup de suppression d'emplois, elle a toujours inquiété beaucoup de gens sur quel usage pouvait en être fait. Ce qui est inquiétant, en fait, c'est de savoir à quoi sert une nouvelle technologie. Elle peut servir l'humanité. Elle peut servir sur plein de choses. On parle dans la santé, on parle dans la créativité, on parle dans plein de domaines. Moi, ce qui m'inquiète, c'est savoir quand l'intelligence artificielle, elle sert à mieux guider des bombes, et je ne veux pas parler pour quel conflit, ou qu'elle serve justement à mieux soigner des gens. Parce qu'aujourd'hui, une intelligence artificielle, elle permet de pouvoir détecter certaines pathologies beaucoup plus rapidement que 1000 médecins qui se concertent. Donc, aujourd'hui, le sujet, il est bien plus que juste du problème de l'intelligence artificielle. Il est à quelle fin économique, en fait, quelle nouvelle technologie en termes d'avancée scientifique. C'est une avancée scientifique, c'est des prix Nobel. Les derniers prix Nobel en parlent. Il y a eu 2 prix Nobel qui ont été donnés pour des gens qui ont fait de la recherche sur l'intelligence artificielle. Donc c'est à voir à quelle fin, en fait, les avancées scientifiques et technologiques vont servir l'humanité. Maintenant, la question, elle se pose, on l'a bien vu avec Internet, quand aujourd'hui on voit avec Meta, OpenAI, ou d'autres, ou Microsoft, etc., est-ce que ces entreprises servent vraiment l'humanité ? Est-ce qu'ils n'ont pas juste une logique de profit à partir de ce moment-là ? Désolé de faire un peu une retranscription très marxiste de la chose, mais il y a la question qui se pose de savoir, en fait, où ces recherches et ces avancées technologiques vont pouvoir aider l'humanité, et donc que ça soit les étudiants ou que ça soit dans la recherche ou toutes ces choses-là, pour moi, en fait, elle est de recentraliser dans quel but, quel objectif. Ça peut être une chose formidable pour l'humanité, même par rapport au changement climatique, par rapport à toute l'évolution qu'on va avoir dans les dizaines d'années à venir, et qu'on s'en serve pas pour mieux faire la guerre ou pour mieux en fait faire des conflits entre gens ou entre pays, parce que c'est ça la tristesse de la chose, c'est à quel usage on s'en sert. Voilà, c'était juste pour la conclusion là-dessus. Merci à vous. Non, mais il a raison. non, mais c'est pour ça que tout à l'heure je disais, il ne faut jamais utiliser le terme d'outil, puisque il y a une intentionnalité intrinsèque dans la production de ces systèmes. Un marteau n'a pas d'intentionnalité.
Là, il y a une intentionnalité, il y a quelque chose qui porte un projet. Et ce projet, il faut effectivement pouvoir le comprendre, pouvoir l'analyser et pouvoir après se dire qu'est-ce qu'on en fait et comment il est appliqué. Donc ça, ce sont des vigilances citoyennes. Et en fait, c'est tout simplement, on se dit, c'est notre rôle de citoyen, d'éducateur, de formateur, de personnes qui sommes dans la société, d'en parler, d'échanger, d'informer énormément, et puis de détecter à chaque fois, de décomposer, de dire ce que c'est, effectivement, comment ça fonctionne. Alors cela dit, comme vous disiez, ça reste à l'humain. Oui, mais les dernières évolutions font qu'effectivement, on commence à détecter déjà ce qu'on a, je ne sais pas si vous avez vu le JIP-Link, donc c'est le langage autonome et indépendant qu'ont développé les IA pour communiquer entre elles et que nous, on ne comprend pas. Oui, c'est ça. On va en rester là pour ce soir. On va remercier Laurent Lescope de s'être prêté au jeu. On va également remercier le bistrot du vélo pour son accueil. 2-3 petits mots avant de conclure. On a bien vu qu'aujourd'hui, on a fait couvrir la boîte de Pandore et beaucoup de questions se posent. On a évoqué l'éducation, on a évoqué l'information, on a évoqué d'autres sujets autour de la place de l'humain par rapport aux IA. Qui sommes-nous aujourd'hui à l'heure des IA? Donc, c'est des sujets qu'on va traiter de façon régulière sur Rosé-IA. On va mettre en place des webinaires tous les 15 jours et d'autres rendez-vous en présentiel. Donc le prochain rendez-vous, ce sera en ligne le 2 avril. Donc vous retrouverez toutes les informations sur Rosé-IA. Et donc le thème sera connexe à celui que tu as développé aujourd'hui. On aura des exemples en Europe et dans le monde par rapport à des projets urbanistiques, comment des villes à grande échelle utilisent les IA. Donc ce sera intéressant de voir de façon complémentaire par rapport à ce que tu as présenté. Et au Café Le Flessel le 10 avril avec Sylvain Forge, là on est plutôt avec un romancier, on sera plutôt sur les questions de projection et on interrogera la place de l'IA dans la ville. Voilà, on a 2 autres webinaires en avril et en mai sur l'information et sur l'éducation. Donc c'est 2 sujets qui seront traités. Et je pense que d'ici l'été, on devrait être bien comme ça. En tout cas, grand merci d'être venus nombreux pour cette première et j'espère que ça en appellera d'autres. Très bonne soirée.